Depuis l'arrivée des ETF sur le marché, certains actifs financiers sont devenus encore plus accessibles aux investisseurs particuliers. Les obligations, les matières premières, comme l'or et le pétrole, l'immobilier coté et d'autres sont désormais facilement négociables en bourse. Tous ces actifs existent pour satisfaire un objectif particulier. Et de ce fait, ils n'évoluent pas de la même façon, n'impliquent pas les mêmes risques et servent des stratégies d'investissement bien différentes. Pourtant, la plupart des investisseurs ne s'intéressent qu'aux actions. Ils choisissent d'investir dans des actions car leur choix d'investissement est conduit par la popularité et les hauts rendements alors que c'est leur propre objectif qui devrait peser dans la balance. De plus, ce choix ne devrait pas se résumer à l'achat d'un seul et unique type d'actif. D'abord car il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et ensuite parce que le rendement d'un tel portefeuille n'est pas du tout optimal. Mais existe-t-il un meilleur actif que les autres ? Comme je viens de le dire, la plupart des investisseurs achètent des actions. Pourtant, choisir des actions pour construire son portefeuille n'est pas si simple, car le choix est vaste et les risques associés sont souvent mal connus. Vous pouvez bien sûr suivre la tendance, mais n'oubliez pas que la popularité et la qualité ne sont pas systématiquement synonymes, surtout lorsqu'il s'agit d'un actif. En fait, les actions ont leurs avantages et leurs inconvénients, et c'est valable pour tous les actifs négociables en bourse. En simplifiant les choses, nous pouvons répartir en 3 catégories les actifs disponibles à l'investisseur français. Les actions, les obligations et les matières premières. Les actions sont des parts d'une entreprise qui lui permettent de lever des fonds facilement. L'investisseur, quant à lui, profite d'une valorisation de son capital en fonction de la santé de l'entreprise et de sa popularité. En plus de cela, il peut parfois recevoir une part des bénéfices de l'entreprise qu'on appelle dividende. Sous forme d'ETF, les actions sont plus stables, puisqu'elles sont regroupées par centaines, ce qui réduit également le risque lié au choix des actions. Une aubaine pour les investisseurs pressés. Les obligations sont des titres de créance, c'est-à-dire des dettes contractées par des entreprises et des États. Au contraire des actions, l'investisseur profite principalement des intérêts tout au long de la durée du prêt. Autrefois, il était difficile d'acheter des obligations pour des économies de taille moyenne. Les choses ont changé depuis l'introduction des ETF en bourse. En effet, les ETF d'obligations permettent d'acheter un panier contenant des centaines d'obligations à des prix très abordables. Souvent mal aimées, les obligations sont pourtant très utiles pour réduire le risque d'un placement. Les matières premières sont, pour faire simple, des contrats à travers lesquels vous pouvez acheter ou vendre certains biens de consommation comme l'or, le pétrole ou encore le sucre. Très difficile d'accès à l'investisseur moyen au début des années 2000, il est désormais possible d'y investir grâce aux ETC, l'équivalent des ETF pour les matières premières. Les gains de ces actifs proviennent de la valorisation de la matière première en fonction de la demande et de sa popularité. Généralement, les matières premières sont plus risquées que les actions, qui sont elles-mêmes plus risquées que les obligations. Cependant, un risque plus faible est toujours associé à un rendement plus faible. Les obligations seront donc moins profitables que des actions ou des matières premières. De ce fait, les obligations varient moins que les actions et les matières premières lors des périodes de crise, ce qui veut tout simplement dire qu'elles ont tendance à moins baisser pendant les crises. Par exemple, en 2008, les obligations ont fini l'année dans le positif, avec 7,32%, tandis que les actions ont terminé dans le négatif, avec moins 42,01%. Avec une telle baisse, nombreux furent les investisseurs à avoir retiré leur placement et même à avoir définitivement quitté la bourse. Cependant, en 2009, ce fut au tour des actions de finir l'année dans le positif, avec 37,18%, et aux obligations de terminer dans le négatif avec moins 2,14%. Et ce n'est pas la seule différence. En effet, vous l'aurez sans doute remarqué, les prix de ces 3 actifs ne varient pas avec la même amplitude. La variation des prix, qu'on appelle volatilité, est un outil efficace de classement des actifs en termes de risque. Dans notre exemple, les ETF choisis pour les actions, les matières premières et les obligations ont une volatilité annuelle respective de 20,6%, 16,4% et 8,9% entre 2008 et 2020. C'est-à-dire que les obligations ont des variations moins extrêmes que les actions et les matières premières. Pour résumer, les actifs présentés ci-dessus fonctionnent différemment. Ils n'ont pas les mêmes types de rendements et ne varient pas de la même façon. Il est donc difficile de dire si un actif est meilleur qu'un autre, d'autant plus que chacun de ces actifs contient de multiples sous-catégories qu'il faudrait aussi prendre en compte. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si un ETF est meilleur qu'un autre, mais plutôt de savoir lequel est le plus adapté à la situation. Mais comment choisir ces actifs ? C'est l'une des étapes les plus importantes dans la vie d'un placement boursier. Si vous choisissez des actifs à haut rendement pour répondre à un objectif de court terme, alors vous risquez de perdre votre argent. A l'inverse, vos objectifs de long terme ne seront pas atteints si vous investissez tout dans un actif à faible risque et donc à faible rendement. Tout est donc question de mesure. Et pour choisir vos actifs, il faut prendre en compte 2 paramètres. Votre horizon de temps et votre tolérance au risque. Toute combinaison de ces 2 facteurs peut être transcrite sous la forme d'une allocation en actions, en obligations et en matières premières. Bien sûr, il existe de nombreux autres facteurs qui dépendent de votre situation. Par exemple, il est peu judicieux d'investir dans des actions portant sur de l'immobilier
si vous détenez déjà un patrimoine immobilier important. Si nous revenons à notre premier point, qui est l'horizon de temps, c'est-à-dire la période pendant laquelle votre argent est et reste investi, un horizon de temps long indique que votre argent peut être investi sur un actif dont les variations des prix sont importantes. En effet, ces actifs finissent toujours par être plus rentables que ceux avec des variations de prix faibles, et cela même si certaines années sont très négatives. C'est le cas des actions et des matières premières par exemple. Néanmoins, si vous ne pouvez pas supporter les baisses fréquentes imposées par un actif, dont les prix sont très variables, c'est que votre tolérance au risque est faible. Il n'y a vraiment rien de mal. Il est cependant très important d'en avoir conscience, car il ne s'agirait pas d'investir lourdement dans un actif, puis de tout retirer juste après une forte baisse. C'est le pire des scénarios et cela pourrait vous coûter très cher. Nous vous invitons à aller dans la description, vous y retrouverez un lien pour définir votre profil de risque. Donc, si l'horizon de votre objectif est très éloigné et si vous n'êtes pas réactif aux aléas de la bourse, alors les actions et les matières premières vous sont indiquées. En revanche, si votre objectif doit être réalisé dans un délai très court et que vous n'êtes pas rassuré quant aux variations boursières, alors il serait mieux d'investir dans les obligations. Le dernier point que nous devons aborder est la diversification de vos placements. Nous ne le répéterons jamais assez, il faut diversifier vos placements. D'une part, vous courez un risque inutile en investissant dans une seule entreprise, même si sa croissance a l'air bonne. Si elle se porte mal pour les 10 prochaines années, c'est une perte sèche qui vous attend. D'autre part, afin de maximiser vos rendements et de minimiser le risque, il est nécessaire de les diversifier. En effet, mélanger les actions, les obligations et les matières premières a un effet bénéfique à la fois sur le rendement et sur le risque. Il a été montré qu'un portefeuille contenant des actions et des obligations pouvait être aussi rentable mais moins risqué qu'un portefeuille ne contenant que des actions. La première étape pour diversifier votre investissement est d'investir dans les ETF, car ces derniers concentrent des centaines d'actions et d'obligations dans un prix accessible à tous les investisseurs. Avec un seul ETF, vous pouvez investir dans l'ensemble des entreprises du CAC 40, c'est presque magique. La seconde étape est de mixer les différents actifs selon votre objectif. Dans un premier temps, nous vous conseillons de trouver la juste balance entre la quantité d'actions et d'obligations à placer dans votre portefeuille. Ensuite, vous pourrez ajouter un peu de matières premières afin de stabiliser l'ensemble. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 20% de matières premières hors inclus au sein de votre investissement. La troisième étape est de vous tenir à l'allocation que vous venez de définir et cela quoi qu'il arrive. Si la deuxième étape n'était pas déjà l'étape la plus importante, nous l'aurions sans doute aussi présentée comme telle. En effet, la plupart des investisseurs réagissent aux variations boursières et modifient leur placement en conséquence, surtout lorsque les prix baissent. Et c'est pourtant une très mauvaise idée, et vous risquez de vendre lorsque les prix sont au plus bas et d'acheter lorsqu'ils sont au plus haut. Au lieu de cela, tenez la barre et cantonnez-vous à votre plan car une tempête ne dure jamais longtemps. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.